Vina, Violine Bishofa, na nouvelle écriture. Studio Tony. Amis téléspectateurs, bonjour, vous êtes à Paris au Presse Club, bien sûr le 5 février 2015. Nous commençons l'année avec une très très belle émission, un concept qu'on vient de mettre en place, un concept qui consiste à dire la vérité sans retenue, à dire la vérité sans concession. L'émission s'intitule Sans concession. Une émission, aujourd'hui, nous aurons l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Stanislas Longo. Stanislas Longo, un spécialiste, bien entendu, dans la question stratégique, géostratégique, intelligence économique, dans vraiment la formalisation de ce qui se passe dans le monde actuel. Il est, bien sûr, l'ambassadeur de la paix dans la région des Grands Lacs. Il œuvre pour la paix, il a travaillé toute l'année 2014 à œuvrer pour que la paix s'installe dans l'Est de la RDC. Monsieur Stanislas Longo, bonjour. Bonjour. Dites-nous, alors, au regard de ce qui s'est passé à Béni, le massacre, plus de 175 civils tués, massacrés d'une manière horrible. Pensez-vous que vous avez réussi votre mission dans l'Est de la RDC? Non, on ne peut pas réussir une quelconque mission d'incitation à prendre des dispositions pour que les populations soient sécurisées et en paix de tous les côtés de la frontière quand il y a récurrence et résurgence d'assassinats et d'homicides sur des populations. Ça, vraiment, c'est un effort qui doit être collectif. Il faut que les gouvernants prennent leurs responsabilités. Il faut que les pays voisins prennent leurs responsabilités. Et il faut que nous, ressortissants de ces pays-là, participions justement à la structuration des solutions pour que nos citoyens vivent en toute quiétude. Toute quiétude. Alors, aujourd'hui, il y a une certaine inquiétude de la population par rapport aux exactions d'Adef Nalou et également des gens qui, issus de l'ancien mouvement rebelle M23, s'y convertissent aujourd'hui à Adef Nalou, et des fois on le voit comme des amis des Chebab. Pensez-vous que la crise ou les crises qui sévissent dans l'Est de la RDC ont une issue favorable ou nous allons encore vers des décennies de tensions, de crises larvées, de problèmes extrêmement graves que vous venez de parler, de la résurgence, de récurrence dans ces zones de guerre, de rébellion. Il faut que nous soyons sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Aujourd'hui, il faut que nous anticipions. Il faut impérativement que nous puissions anticiper sur toutes les problématiques liées. Vous avez évoqué les Chebab. Aujourd'hui, la RDC, c'est un pays qui a 9 frontières et certains territoires qui sont contrôlés par des
des organisations armées et qui ne sont pas maîtrisables. Je vous assure que si nous ne prenons pas les devants maintenant et si nous ne mettons pas en œuvre les plans d'action pour contrer l'influence et les différentes actions, exactions de ces différents groupes armés sur le territoire congolais, nous allons être confrontés à de très sérieuses difficultés. Sur le modèle de Boko Haram entre le Nigeria et le Cameroun, et je vous assure qu'au niveau de la Centrafrique, qui est déjà à moitié polluée par des C'est larvé, voilà, par... c'est larvé, c'est même plus larvé, c'est ouvert. Vous voyez, c'est tellement ouvert. Faisons en sorte, travaillons du moins à ce que la RDC ne soit pas victime d'un certain laxisme par rapport à ces phénomènes liés au djihadisme, liés à la radicalisation, mais liés aussi pour différentes raisons, dont les raisons économiques, à l'influence néfaste de ces groupes armés. Groupe armé, aujourd'hui, le président de la République, François Hollande, fait une déclaration à l'Élysée concernant ces djihadistes, concernant en fait ces groupes armés Boko Haram et aussi les gens qui entourent ces Boko Haram, les financiers de Boko Haram. Ne pensez-vous pas que c'est un aspect politique important de la géopolitique internationale qu'il faudra toucher ou aller vers un dialogue diplomatique que de bombarder des zones où Boko Haram ne s'y trouve pas et puis le lendemain Boko Haram perpétue des massacres terribles. Ne pensez-vous pas que le principe des dialogues ou de fermer les robinets des investisseurs, enfin, des financiers des Boko Haram, qui, bien entendu, ont d'autres intérêts, d'autres velléités par rapport à l'Afrique? Premièrement, il faut pouvoir identifier, à mon humble avis, il faut d'abord pouvoir identifier les financiers justement de mouvements du type Boko Haram. Il faut pouvoir les identifier. Et pour quel motif ils financeraient des groupes armés comme Boko Haram? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que stratégiquement, l'influence de tous ces mouvements djihadistes, l'Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et tout, est en train de devenir un sanctuaire. Est en train de devenir un sanctuaire pour tous ces mouvements. Un sanctuaire. Un sanctuaire, oui. Et d'un autre côté, parce que nous n'anticipons pas suffisamment sur la manière dont on peut les contrer, nous n'anticipons pas suffisamment, nous ne saurons pas faire face. Faire face. À partir du moment où l'Afrique essaie de s'organiser en mettant en place une force d'interposition, une force de réaction, si on veut. Il y a Force Barkhane qui existe avec 3000 hommes. Il y a une autre force au Nigeria de 3500 hommes. Mais ils n'arrivent pas, en fait, à mettre la main sur cet élément qui est Boko Haram. Alors, tout le monde s'interroge à partir du moment que les États-Unis ont de la technologie, ont des systèmes satellitaires, de contrôle satellitaire assez important. Comment n'arrive-t-il pas à mettre le doigt sur cet homme, Aboubacar, qui martyrise complètement l'Ouest, les centres, on va même l'Afrique centrale pour occuper en fait des zones stratégiques. La réalité, c'est que, en fait, personne ne s'attarde au porte-parole de ce type de mouvement. Il faut voir l'incidence que ces types de mouvements ont sur les populations, parce qu'en fait, pourquoi on n'arrive pas à les maîtriser? On ne sait pas qui est Boko Haram. On ne sait pas qui est fondamentaliste ou qui est radicalisé. Je parle de nos pays d'Africains. On ne sait pas qui se radicalise et à quel moment il se radicalise. Alors on fait un petit point, enfin un petit saut rapidement, enfin ici en France. Oui. Hier, un Koulibaly a attaqué des militaires, attaqué le symbole qu'on appelle le symbole de la République, le drapeau de la République, issu de cette patrie, si on veut, de cette nation française. N'était pas une forme d'inquiétude là-dessus? Quelqu'un qui est né en France sort de propos en disant que je suis contre les Français, contre l'armée, contre la police et aussi contre les Juifs. Alors,
La première des choses, le premier des constats, c'est qu'il y a eu un déficit pour cette personne-là, pour ce criminel-là. Il y a eu un déficit au niveau de son éducation familiale. Premier point. Le deuxième point, c'est que il faut en priorité faire un effort de pédagogie. Et la pédagogie, elle commence à la naissance de l'enfant. Dans un périmètre où vous évoluez, vous grandissez, vous bénéficiez de tous les avantages d'un système. Parce que j'imagine que ce jeune homme a passé une très grande partie de sa vie en France. Donc il a bénéficié du système. Et à partir de là, s'opposer comme ça à l'autorité, d'un pays, aux conditions, aux règles d'un pays, ça, je suis désolé, ça ne se fait pas. Et je pense que naturellement, il va subir la rigueur de la loi. Ne pensez-vous pas que l'État français a aussi une certaine responsabilité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de parler sur le retour de se mettre sous le drapeau, c'est-à-dire que de s'engager militairement, le retour de l'armée, d'aller vers l'obligation de faire l'armée. Est-ce que la France n'a pas failli quelque part? Je ne pense pas qu'elle ait failli. Nous sommes passés d'une époque où les gens ont pris leur liberté, le service militaire n'était plus obligatoire. Il y a des réalités, il y a des contextes. Et je pense qu'au-delà de ce que la République peut vous apporter à vous-même, mais qu'est-ce que vous-même vous apportez à la République en termes de valeurs personnelles, en termes d'efforts humains? Est-ce qu'en France, tous ceux qui sont désœuvrés, et c'est une réalité, il y en a beaucoup qui sont désœuvrés, quand bien même le système pourrait les accompagner dans la mesure de ses possibilités. Beaucoup sont désœuvrés et vivent dans des conditions de précarité qui peuvent justifier que certains soient influencés, se radicalisent et trouvent, entre guillemets, une autre aspiration, participent d'un autre modèle politique et qui ne rassurera pas le plus grand nombre. Ça, c'est un point très très important. Est-ce qu'il y a une faillite de l'État français? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Par contre, effectivement, est-ce que l'État français a pu anticiper sur le fait que dans ces villes, dans ces cités, beaucoup de jeunes gens sans direction, sans repère, sans figure paternelle ou sans direction pour le présenter tel quel, aient choisi un modèle qui va jouer contre la France. Alors contre la France, il y a beaucoup de jeunes de la deuxième génération, troisième génération d'ailleurs, maintenant, ne se retrouvent pas par rapport à cette France. Identitairement, ils ne se disent pas français. Or, ils détiennent la nationalité française, née en France aussi souvent. Et au regard de ce qui se passe aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons par exemple, et on voit les gens sont sous les drapeaux, portent leurs drapeaux. Pourquoi le français issu de la diversité, pour dire ainsi, refuse de porter ces couleurs, les tricolores bleu, blanc, rouge? Je pense qu'aujourd'hui, la restauration de l'éducation et du sens civique, de l'éducation civique, est très très importante. Est très très importante. Pourquoi on ne vit pas dans un groupe, dans une communauté, sans adhérer aux valeurs de ce groupe, de cette communauté? Ça, c'est tout à fait impossible et c'est tout à fait intolérable. Peut-être qu'il y a eu ce déficit à un moment donné, mais n'oubliez pas que nous sommes passés d'une époque vers une autre, d'un type de problématique prioritaire vers un autre type de problématique prioritaire. Nous sommes passés d'un monde bipolaire vers un monde multipolaire et les menaces aujourd'hui ne sont pas nécessairement ou principalement des États, mais surtout des groupes qui ont une influence et des moyens d'information, des moyens d'influence, des moyens d'incitation pernicieux, mais accessibles au plus grand nombre. Alors, vous êtes spécialiste en management stratégique, intelligence économique. Quand on regarde votre parcours, avec ce que vous venez de faire encore au niveau du HEC, la Haute École de Commerce, on est en train de se dire, vous avez de la chance peut-être d'avoir ces parcours et le jeu, mais les gens issus de la diversité, quand ils ont
un début d'un cursus qu'on peut présenter comme potable, mais pardonnez-moi de l'expression, il se bute à quelque chose, l'accès à l'emploi. Ils sont indexés. Et aujourd'hui, on voit même des diplômés avec le fort que Sarkozy a pu faire, ramener les grandes écoles vers le banlieue, la diversité, mais ça n'a rien donné. Pourquoi ces blocages? Je reviens encore par rapport aux pays anglo-saxons. Quand on est british, on est élu, entre guillemets, on est pris dans une entreprise par la force de son intelligence, par la force de sa matière, mais pourquoi pas en France? La France, souvent, on dit, tiens, vous êtes de quelle origine? Votre nom, une consonance étrangère, pose un problème. Ne pensez-vous pas que le problème vienne de là? Ma croyance, c'est que la richesse de la France, c'est justement le fait qu'elle s'appuie désormais sur sa diversité culturelle, sur la diversité de l'origine de ses populations. Il est important, il est vraiment important de faire la part des choses, effectivement, parce que vous n'employez pas le mot, mais le mot sous-jacent, c'est bien le racisme. Le racisme. Je vous laisse dire. Non, il est évident, à l'évidence. On dit sans concession, on dit la vérité. À l'évidence, il y a encore des réflexes, il y a encore ce type de réflexe dans le comportement d'un certain nombre de Français. Mais je crois que que ce soit qu'il s'agisse de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de l'Europe dans son ensemble, l'Europe qui a été confrontée à d'autres réalités, à d'autres cultures et qui se mélangent, effectivement, il y aura encore des résurgences de racisme. C'est vrai que dans le cadre de l'emploi, il y aura probablement une préférence pour Pierre plutôt que Mamadou. Il y aura une préférence, d'accord? Mais est-ce que maintenant, cela doit justifier le fait que mes frères, mes sœurs croisent les bras parce qu'on est confronté à ça? Ok, nous sommes confrontés à cela. Quelles sont les mesures que nous prenons en amont pour justement passer outre cela? Nous sommes dans une nouvelle ère, nous sommes dans une nouvelle époque. Et la France, et comme d'autres pays, ont besoin justement de cette diversité. C'est ça la richesse de la France. C'est ça la richesse de ces pays. Ils ont besoin d'un autre regard, d'une autre lecture. Et qui d'autre? Je veux dire, la France est partenaire du Mali. Je prends l'exemple du Mali. La France est l'un des partenaires privilégiés du Mali. Mais je pense que la diaspora malienne reste le premier ambassadeur sur le territoire français du Mali. Donc la France a tout à gagner à être en phase avec la communauté d'origine malienne. Pourquoi? Parce que ça lui donnera une grille de lecture de ce qui se fait au Mali. Et je pense que, en termes d'approche, avec de tels ambassadeurs, c'est le cas pour le Mali, mais pour tant d'autres pays d'Afrique ou d'Asie, mais avec de tels ambassadeurs, elle peut se projeter, elle peut envisager, elle peut comprendre. C'est ça, avant tout une question de sensibilité. Quelle est la sensibilité? Quels sont les ressorts des originaires de cette communauté, des gens de ce pays-là, ce pays qui est partenaire aujourd'hui avec moi? Comment je discute avec eux? Eh bien, justement, parce que je discute avec leur diaspora, je peux comprendre les ressorts sur lesquels les gouvernants de ces pays-là s'appuient, et je peux devenir ou améliorer mes propositions de partenariat en leur direction. À leur direction de l'Afrique, bien entendu. On voit, il y a plusieurs rapports qui fleurissent sur l'Afrique. Je vous rejoins en ces termes en disant le dernier rapport d'Attali et aussi Bockel, en allant aussi vers le rapport Védrine, tous en unisson disent que l'Afrique est l'avenir de la France. Vous venez de le dire, bien entendu. Et comme l'Afrique est l'avenir de la France, comment voyez-vous l'échange entre qui est le pôle Nord, enfin, pôle Nord, pas le pôle Nord, là où il y a le froid, pôle Nord, entre le Nord et le Sud? Est-ce que la force de ce pôle Nord et la force du Sud, ça peut être équilibré, mis sous une balance pour que les gens puissent travailler ensemble? Mais déjà, les choses sont en train de se faire. J'ai participé moi-même à un grand débat l'an dernier avec le sénateur Jean-Marie Bockel. Justement,
à Sciences Po. À Sciences Po. Et la thématique principale, c'était justement l'Afrique et l'avenir de la France. Ma croyance est la suivante. L'Afrique est en train de changer. Dans sa partie anglophone, dans sa partie francophone. L'Afrique est en train de changer. La France a joué un rôle historique et séculaire sur le continent. Son influence ne se réduit pas, dans certaines zones probablement, mais elle est en train de modifier son approche. Elle est en train de modifier, justement, elle est en train de se mettre au niveau des nouvelles élites. Elle est en train de mettre au niveau des nouvelles élites, des nouvelles aspirations des populations africaines, et de manière à ce que ces propositions de partenariat soient bonifiées et avantageuses, et pour les Africains, et pour la France elle-même. Ma croyance, c'est que l'Afrique va jouer un grand rôle dans l'économie de la France, avec certitude, dans l'économie à venir de la France, un rôle plus pondérant dans l'économie à venir de la France et de l'Union européenne plus largement, mais dans un rapport gagnant-gagnant, et avec la possibilité pour les Africains qui sont, pour les pays africains qui sont aujourd'hui de jeunes démocraties, avec leur entre guillemets balbutiement et tout, mais qui sont de jeunes démocraties qui émergent, qui commencent à prospérer, qui commencent à être conscientes de leurs possibilités et qui ne se verrouillent pas qu'à l'Union européenne ou à la France, mais qui s'offrent la possibilité de pouvoir nouer des partenariats stratégiques avec tant les pays du Nord que les pays du Sud. Je parle du Brésil, de la Chine, de l'Afrique du Sud. BRICS. Voilà, les BRICS. Alors, parlons aussi de nos leaders, les hommes politiques, les chefs d'État. Il y a 4 chefs d'État qui vont arriver en France. Il y en a déjà 2 qui sont ici en France pour participer à un forum économique qui aura lieu demain à Bercy. Il y aura le président Alassane Ouattara, le président Ali Bongo, le président Macky Sall et le président Uhuru Kenyatta. Alors vous parlez de le pays anglophone. Le pays anglophone se positionne aussi dans cette dynamique de ramener l'Afrique vers le haut avec une croissance à des chiffres que tout le monde aujourd'hui essaie d'exhiber comme modèle économique. Pensez-vous que venant ici travailler avec la France, c'est un meilleur partenaire, ou d'aller vers l'Asie, où on voit quand même il y a un grand investissement de l'Asie vers l'Afrique, entre l'Afrique et l'Asie, et au regard, quand je dis au regard, à la lumière de ce qui s'est passé pendant la colonisation et post-coloniale, la France n'a absolument rien fait en Afrique. Ce serait injuste de dire que la France n'a absolument rien fait en Afrique. Moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo. La France, effectivement, n'a pas été partie prenante de l'histoire coloniale de la République démocratique du Congo. Par contre, à ce que j'ai pu observer dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, et même chez notre voisin, le Congo-Brazzaville, on voit très bien que structurellement, la France a été impliquée de bout en bout. La France a été impliquée de bout en bout. Au niveau des infrastructures, la construction, etc., des routes, au niveau etc. des infrastructures, mais au niveau même des programmes. Je veux dire. Vous voulez parler de Delphes Total, là où... Non, pas du tout. Je parle. Ça, c'est pas un exemple. Non, pas du tout. Je n'abordais pas ça sous cet angle-là. Je présentais plutôt les choses de manière formelle, au niveau des infrastructures et des structures. C'est-à-dire que l'éducation a eu un rôle très, très important et significatif, et on en voit les effets aujourd'hui. On voit la pertinence des acteurs politiques et économiques en Afrique de l'Ouest, au Congo-Brazzaville. On voit le type de qualité, voilà, la qualité de leur formation et tout, et ça, c'est à mettre quand même à l'actif de l'organisation des systèmes français, du moins pour ces époques-là. On a assisté, pardonnez-moi, vous allez continuer dans votre déroulé, on a assisté à l'Élysée en une réunion en off avec le responsable politique et diplomatique et Madame Legal aussi. Il y avait la présence de M. Zinsou, que vous connaissez bien sûr, qui va assister aussi à ces forums demain qui aura lieu à Bercy. Il y a une question aujourd'hui de libéraliser l'obtention de visa. C'est ça qui est bloqué, en fait, entre l'échange entre l'Afrique et la France. La France vient de comprendre en retard que, voilà, il faut tout libéraliser aujourd'hui. Parce que la matière se trouve maintenant au Canada, aux États-Unis, grâce à cette liberté d'aller obtenir facilement son visa.
Bon, déjà, vous parlez du Canada. Le Canada, c'est un pays sous-peuplé. C'est d'abord Au un pays niveau de l'espace. sous-peuplé au niveau de l'espace. Oui, tout à fait. Et d'un autre côté, il y a une sélection, il y a un tri. La sélection est quand même assez importante par rapport à l'installation. Mais bien entendu, sous certaines conditions, vous avez plus facilement un visa pour le Canada que pour l'Union européenne, pour un pays de l'espace Schengen. Plus facilement. Par contre, je dis, donner l'octroi du visa, est-ce que c'était vraiment la première des difficultés? Non. Nous sommes conscients que dans la majorité des pays africains, même ceux qui sont aujourd'hui en croissance, les problématiques des populations qui veulent justement émigrer, ce sont les conditions personnelles et les conditions économiques. Voilà. Pourquoi on veut aller ailleurs? On veut y aller parce que on suppose que les systèmes sociaux de ces pays-là permettent, dans tous les cas de figure, d'être dans des conditions de mieux-être que dans mon pays d'origine. C'est un exemple, mais c'est une réalité constatée. Maintenant, à mon humble avis, l'effort que la France et d'autres pays de l'Union européenne font aujourd'hui, en participant, en soutenant certaines actions de nos pays africains, de manière à permettre, ils le font pourquoi? Juste pour que les gens aient envie de rester dans leur pays, que les gens aient envie de rentrer dans leur pays. Et ça, c'est très, très important. Très important. Alors, on va aborder les sujets qui ont une certaine importance. Vous avez indiqué que vous êtes issu originaire de la RDC. Voilà, la RDC aujourd'hui vit une situation terrible en termes politiques. Hein. Son développement aussi, hein. Il y a aussi des rapports ci et là qui fustigent ces régimes qui dirigeraient la RDC par défi. Lors de dernières manifestations qui ont eu lieu en RDC, entre le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, on s'est retrouvé avec un carnage, un massacre de la population qui manifestait sans armes à la main, réclamant simplement qu'un article de loi qu'on va aborder. Hein. Mais je vais seulement qu'on aborde cet aspect humanitaire, parce que vous êtes l'ambassadeur de la paix. Quel est le regard portez-vous par rapport à ces massacres? Il y a eu erreur. Il y a eu erreur. Vous parlez d'erreur? Je dis qu'il y a eu une C'est erreur. l'euphémisme. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Je parle d'erreur dans le chef des gouvernants. Certaines instructions n'auraient jamais dû être données par rapport justement à l'objet de la mobilisation. Les populations se sont mobilisées pour contester un article. On va aborder cet De article. loi. Oui, on va l'aborder dans le détail. Et je pense que la réponse à cette mobilisation et justement ces dérapages ne justifient rien. Et je pense qu'en termes de... Vous reprenez les termes du président de l'Assemblée nationale, Minako, qui parlait d'un dérapage, aussi Madata Podium parlant de dérapage. C'est un langage de bonne convenance qu'on utiliserait? Non, c'est pas un langage de bonne convenance, mais c'est le mot, à mon humble avis, c'est l'un des vocables qu'on peut associer à cette réalité-là. Il y a eu dérapage. Il y a eu dérapage parce que quel a été l'objet, même le sens réel de ces manifestations? C'était contester une disposition, une action d'un pouvoir en place. Et en termes de réponse, cette réponse a été disproportionnée. C'est ma croyance, c'est mon constat. Cette réponse a été disproportionnée, avec tous les morts qu'on peut déplorer. Par contre, aujourd'hui, en termes d'éléments de langage, on peut le présenter sous mille et une façons. On peut se justifier sous mille et une façons, mais toujours est-il qu'il y a eu des morts en République démocratique du Congo. Et sur un plan strictement humain, nous, les Congolais, ne méritions pas de finir comme ça. Nous ne méritons pas de finir comme ça. Alors, ce que le Congolais de la diaspora veulent aujourd'hui, que ces choses-là se terminent. C'est-à-dire que ces gouvernements-là démissionnent, que Kabila quitte les pouvoirs parce qu'il n'a pas l'autorité qu'il faut pour gérer ces pays, au regard, comme je dis encore,
par rapport à ces massacres, par rapport à la disposition qu'ils devaient prendre pour protéger la population qui manifestait pacifiquement, et aussi par rapport à cette loi électorale dans la logique, avec l'arrière-pensée derrière, tenter à ramener en fait une confusion dans les dispositions de lois constitutionnelles qui imposerait au président de la République de ne pas renouveler le troisième mandat, enfin de partir là. Le bon sens aujourd'hui, bon, parce qu'on parlait de la diaspora, mais moi je ne vais pas parler de la diaspora seulement, je vais parler des Congolais dans leur ensemble. Le bon sens veut que le Congolais se lève, c'est une disposition légale et constitutionnelle, se lève pour s'opposer à ce qui va contrarier son avenir et l'avenir des générations à venir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de toute autre considération, donnons-nous la possibilité, nous, Congolais, fils du Congo, filles du Congo, donnons-nous la possibilité de prendre notre destin en main, de choisir c'est qu'ils ont pu notre faire direction. en sortant dans la rue, en disant non à l'article 8, qu'on va aborder tout de suite cet alinéa qui pose un problème. Il y a un alinéa encore là, dans cet article. Alors, vous avez dit, c'est prendre en charge. Mais il y a un leader qui est aujourd'hui somnolent. On disait que voilà, prenez-vous en charge. Et vous dites prenez en charge, c'est un slogan? Au-delà du slogan, la prise en charge, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous devons penser l'avenir. Je prends un exemple tout bête. Vous avez évoqué les événements récents en République démocratique du Congo. Vous avez évoqué ces événements récents. Je parle d'une hypothèse. En supposant que la rue, le peuple congolais ait eu l'ascendant, à ce moment-là, ait eu l'ascendant sur les forces de l'ordre. Que se serait-il passé juste après? Quelle aurait été la séquence d'après? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui serait passé? C'est moi qui pose la question, mais je peux répondre. En toute objectivité, qu'est-ce qui serait passé après? Donc, d'après vous, vous voyez les prémices d'un chaos derrière cela? Je ne vois pas les prémices d'un chaos. Je pose une question de manière objective et transparente. Qu'est-ce qui se serait passé si la rue avait pris l'ascendant sur les forces de l'ordre entre le 19 et le 23 janvier? Les prémices d'un chaos, c'est ce que vous voulez dire? Ça veut dire, au-delà de cela, si c'est une question à laquelle personne ne veut réellement penser, allons sur les questions de fond. Allons sur les questions de fond, parce que sur le fond, ça va déterminer la forme. Je parle de ce que nous abordons, je parle aussi du cadre général de ce qui se passe dans notre pays. Sur le fond, si nous n'avons pas le projet, et c'est une réalité, je reviens encore dessus, si nous n'avons pas le projet autour duquel nous, républicains congolais, d'un courant ou d'un autre, le projet qui nous rassemble pour l'avenir. L'avenir, c'est l'après 2016. L'après 2016, mais l'après, quelle est la projection que nous faisons sur les 30 prochaines années, les 20 prochaines années? Et si nous n'avons pas de cohésion autour de ça, eh bien, effectivement, nous aurons beau être confrontés à des contestations, se mobiliser pour certaines choses, tant que nous n'aurons pas la cohésion et nous ne saurons pas donner une direction pour quelque chose, est-ce que nous avancerons? Alors, si je comprends bien votre souci, au niveau souci dialectique, votre raisonnement, je m'aperçois que vous dites indirectement que nous avons l'opposition qui est irresponsable, qui est immature, qui n'a pas de projet de société. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis désolé, je n'ai pas employé ces vocables-là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je connais aussi beaucoup de leaders de l'opposition et avec lesquels nous échangeons assez régulièrement. Je dis simplement ceci, c'est-à-dire que nous devons, de manière concertée, nous choisir une direction. Quelles sont les aspirations les plus profondes du leader congolais? Parce que le leader du Congo, ça reste le peuple. Ouais, ce n'est pas l'homme providentiel, l'homme, la figure forte emblématique autour de laquelle on va se rassembler. Elle n'existe plus, elle ne viendra plus. C'est le peuple congolais qui est le leader du Congo. Un point, un trait. Mais maintenant, ce peuple congolais doit se choisir une direction, doit choisir les éléments sur lesquels elle va rassembler tous ses enfants. C'est ça la priorité. Et ça, je veux dire, en tant que décideur politique, en tant qu'acteur politique, en tant que membre de la société civile, en tant qu'expert, en tant que responsable, c'est l'effort que nous devons tous faire collectivement, nous donner une direction. 2016, la fin 2016, ce n'est pas loin.
L'après 2016, dans 23 c'est mois, pour aller dans où? 22 mois. Dans 22 mois. Voilà. Mais c'est pour aller où? Et en faire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Souvenons-nous, il y a eu une chute de régime en 97. Mais 10 ans plus tard, certains Congolais, pour diverses raisons, ont pris la mesure et se sont permis de comparer. Ah, mais on était bien à l'époque de Mobutu. Par rapport à quoi? Pour l'interrogation. Mais ils ont ressorti ça. Ils ont ressenti Ouais. ça. Alors, il y a un ressenti. Vous avez laissé ressenti aussi en disant que le peuple congolais n'est pas encore mature. C'est que j'ai bien compris. Ah, bien au contraire. Le peuple congolais est mature et la preuve, c'est le leader. Aujourd'hui, je vous dis bien, j'insiste bien, le peuple congolais est mature. Mais vous savez, lorsqu'il y a 1000 chapelles, il n'y a pas de direction. Où est-ce qu'on se met ensemble pour n'avoir qu'une chapelle à suivre et qu'une direction à suivre? Lorsqu'il y a 1000 voix, lorsqu'il y a 1000 dieux, eh bien, on ne va nulle part. Prions le vrai Dieu. On va nulle part. Alors, avec ce qui se passe aujourd'hui, la réorganisation politique, stratégique, vous parlez aussi, vous êtes expert en stratégie politique, économique. Quand on parle d'économie, forcément, a fortiori, derrière, il y a la politique. L'économie, c'est le nerf de cette société dans laquelle nous vivons. On se retrouve buté à un problème en RDC. On cherche, pour parler de leadership, on cherche quelqu'un qui peut reprendre le flambeau des anciens leaders, où on est en train d'aller chercher nos leaders enfouis dans notre conscience, dans nos mémoires, dans nos bouquins, en disant Fumu Kimbango, telle personne pour ne pas faire de jaloux. Alors, je me suis dit, mais il y a quand même des gens quand même qui sont en RDC. Il y a vous avez un background, un bagage, un cursus, ancien directeur d'une très grande banque, la BIAC, et vous êtes bardé des diplômes, des très bons diplômes, cherchés dans de grandes institutions. Mais, comme vous, il y en a. Mais ils sont cachés sous leur couverture. À un moment, voilà, et ça, ce que vous dites, c'est le point que vous soulevez est très pertinent. La réussite du Congo, elle est dans la préparation de ses enfants. Ça, c'est le premier point. La réussite du Congo, elle est dans la préparation de ses enfants. La réussite du Congo, elle est dans le choix de sa destinée. Je reviens encore sur ce que je disais. Sur quoi on se rassemble? La réussite du Congo, ce n'est pas l'homme providentiel. C'est un Congo providentiel. C'est une population qui a compris qu'elle est responsable de son destin, de son avenir. Et qui se choisit son avenir. C'est ça la responsabilité. Maintenant, s'il faut que des figures incarnent, portent ces espérances de changement, oui, pour pousser la direction. Mais une chose, une législature, c'est 5 ans. Est-ce qu'il faut impérativement construire notre avenir sur 5 ans? Non. Moi, je veux dire, mes déclamations, mes propositions, mes interventions et mes incitations, c'est pour construire l'avenir du Congo, mais de manière définitive, pour 2-3 générations. Dans 2-3 générations, les réalités d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes. Vous voyez? Mais donnons-nous l'opportunité et les moyens pour que, si aujourd'hui, les propositions, l'apport que nous pourrions avoir pour ce périmètre-là, et que celui-ci puisse être significatif, ça veut dire qu'on donne l'opportunité à nos propres enfants, demain, de pouvoir continuer ce travail-là. Continuer ce travail-là. Il y a une certaine continuité, on l'a vu, ça fait 13 ans. Il y a des élections frauduleuses qui ont été émaillées de plusieurs assassinats, enlèvements, et également paupérisation de la population. 13 ans d'IMP, donc MP, pas UMP, MP, donc majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de cette majorité présidentielle? Est-ce que cette majorité présidentielle, si Kabila venait à partir aujourd'hui, il partirait bien sûr parce qu'il ne peut pas remplir avec le 3e mandat au regard de cet article 8 qui a été contesté. Pas 8, il y a d'autres articles. Pensez-vous que ces leaders du MP seront beaucoup plus à même et acceptés par la population? Il nous reste 22-23 mois pour arriver à l'élection présidentielle, parce que c'est de ça qu'il s'agit. À mon avis, vu de loin et stratégiquement, tout devient question de survie. Nous allons à l'évidence vers l'alternance. On ne doit pas se
voiler la face, nous allons vers l'alternance. Mais l'alternance, elle se construit. Aujourd'hui, nous y allons, mais qu'est-ce que nous proposons à nos populations, à ceux qui vont nous porter vers cette alternance? Je parle et de l'opposition, et de la société civile, et de la majorité présidentielle d'aujourd'hui. Cette alternance, elle va sur les contenus des programmes, elle va sur les acteurs, et elle va sur les espérances. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut la construire. C'est aujourd'hui qu'il faut que le Congolais lambda, le Congolais de base, le Congolais de Kisangani, celui de Mbandaka, celui de Yakoma, celui de Butembo, sache où est-ce que ces gens veulent m'emmener? Où est-ce que ces gens veulent m'emmener moi, mais où est-ce qu'ils vont amener mes enfants? Il faut qu'ils le sachent aujourd'hui. Je ne participe pas à la politique politicienne. Moi, je veux travailler et participer pour un Congo qui pense à ses enfants en priorité, qui met le Congolais au centre de ses priorités et qui construit l'avenir du Congolais étape par étape. Étape par étape. Alors, revenons sur l'impliquant. Revenons sur l'étape où il y a eu ces massacres en RDC du 19, du 18, 20, 20, 21, 22, 23. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques enlèvements, il y a tous ces leaders-là sont traqués, affaiblis, mis en prison, etc. Au regard de cette loi électorale, l'article 8. Mais au-delà de cela, moi, je revisitais, visiter encore, regarder dans tous les sens. Je suis parti sur cette lecture en diagonale, mais en soulevant plusieurs lièvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense et ce que j'en dis, c'est que, voilà... Surtout l'alinéa 3, en fait, qui est essentiel. L'alinéa 3 de l'article 8, qui a été retiré. Voilà. Mais la loi a été votée. Tout ce oui, que mais, je veux dire... mais ça, c'était l'arbre qui cache la forêt. Comme vous le dites, c'était l'arbre qui cache la forêt. J'insiste sur une chose. Allons au bout de nos actions, allons au bout de nos réformes, allons au bout de nos idées. Le peuple congolais s'est mobilisé pour contester cet alinéa 3 de l'article 8. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. La même problématique doit se trouver dans les articles 115 et 116. Si je ne m'abuse, 117 aussi. Oui, 115, 116, 117. 117 oui. à peu près. 115, 116, le 115, même problème 116, doit 117, se poser là. Voilà. Donc, il y a des articles où il y a un flou juridique là-dessus, ces flous juridiques seront au bénéfice de celui qui a proposé cette loi, donc la majorité présidentielle. Ce que je dis, je sais, et ça c'est la responsabilité de tous les acteurs politiques et la société civile congolaise, c'est-à-dire que cette proposition de loi a été adoptée. J'ai souvenance qu'elle a été adoptée, mais aucun de ceux qui ont adopté cette loi n'avait les textes sous les yeux. C'est une observation. Ils avaient l'enveloppe dans la poche. Ça, je ne sais pas, je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Je n'étais pas là quand on leur a remis des enveloppes et tout. Et ça aurait été, dans tous les cas de figure, ça aurait été dommage si l'avenir de millions de Congolais devait se résumer à une enveloppe dans une poche à un moment donné de l'histoire. J'ose croire, et c'est vraiment ma croyance, que mes parents, ont pris leurs responsabilités en écoutant la rue. D'un côté comme de l'autre, il fallait peut-être qu'on aille plus loin, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il fallait peut-être qu'on aille plus loin pour revisiter un peu les autres articles qui pourraient, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, poser le même type de problème. Le même type de problème, et ces problèmes-là, et là, résiduels, pas dans un coin, mais ça poserait un problème aujourd'hui parce que Malman a le plein pouvoir aujourd'hui. Et c'est ça qui est l'inquiétude, c'est situé à ce niveau-là. Malman a le plein pouvoir, Malman est proche de Kabila, Malman est de l'UMP. Alors on se demande, qu'est-ce qui se passe derrière? D'accord, écoutez, à chacun de tirer ses conclusions, mais dans tous les cas de figure, c'est la CENI aujourd'hui qui doit... Une petite parenthèse. Oui. Maître Kilelo, qui est l'avocat de Jean-Pierre Bemba, a fait une observation pertinente, mais personne ne l'a suivi. Vous savez, un avocat. La réalité, c'est que les choses solides et consistantes,
et qui sont posées, les interrogations qui sont posées au plus grand nombre, ne sont jamais défendues ou commentées ou comment. Ouais. Vous êtes en train de me dire que voilà, je reprends encore, vous me donnez raison encore par rapport à mes propos tout à l'heure, le peuple là est immature. Non, le peuple est mature. Le peuple, voilà la preuve. Donc, le peuple congolais leaders, est mature oui. et il est prêt. Mais je dis simplement, quels sont les canaux que nous utilisons pour échanger avec ce peuple-là? Est-ce que nous échangeons pour faire passer des idées ou bien faire passer des figures? Des figures. Alors, on va revenir sur les figures. Ça, c'est extraordinaire. Je n'allais pas dire cela aujourd'hui, mais je l'ai dit, comme on dit, à Kérover, au Vert, on va aller vers le problème qui nous touche aujourd'hui. Les gens qui viennent de l'Est, qui viennent du Nord, du Sud, de la RDC, à l'époque, il n'y avait pas de souci. Mais dans la diaspora, on se retrouve avec maintenant des guerres de clans, de chefs. Ceux-là sont pour d'autres, ceux-là sont pour telle figure. Des fois même une figure moribonde, mais ils sont derrière cette figure. Croyez-vous que la RDC va se positionner comme un État fort où en l'an 2030, nous serions 100 millions d'habitants? Ce que je dis avec insistance, c'est que le Congo est un pays qui va de toute façon se relever. Qu'on le veuille ou non, qui va se relever. Aujourd'hui, c'est à nous de modifier notre perception de ce qui se passe et de nos propres réflexes, de nos propres échanges. C'est très très important. Nous communiquons, nous échangeons avec nos populations. Pourquoi? Pour faire passer des figures. Est-ce que c'est une question pertinente? Est-ce que Stanislas Longo intervient dans votre émission aujourd'hui pour qu'on l'identifie comme prétendant à X, Y, Z position? Pourquoi pas? On en parlera si vous voulez. Pourquoi pas? Non, bon. Mais pourquoi les Congolais, permettez-moi de vous interrompre, vous allez continuer dans votre logique, et pourquoi les Congolais d'aujourd'hui, avec le bagage que vous avez, c'est Régine en disant que voilà, moi je ne m'avance pas. Je me suis résigné à rien. Je n'ai rien proposé pour moi-même. Ce que j'ai proposé depuis 2 ans et demi déjà aujourd'hui, une direction. Une direction pour le Congo. Et c'est quelque chose que j'ai accepté de partager. Je n'en ai pas fait une chasse gardée et je n'ai même pas mis de copyright sur les propositions. Pourquoi? Parce que le Congo, ça reste mon pays. Ça reste mon pays. Pour rien au monde, je serais autre chose que Congolais. Moi, aujourd'hui, si je suis dans votre émission, c'est avant tout pour faire passer des idées. C'est tout. Ce n'est pas vendre ma figure. Ce n'est pas vendre ma figure, ni pour l'international, ni pour le marché domestique, le Congo, le marché politique congolais. Non, c'est faire passer des idées. Et j'insiste sur le fait que ce qu'il nous faut, c'est avant tout la direction. Une direction. Mais la direction, ce n'est pas moi qui vais l'imaginer. Je peux impulser quelque chose. Mais il faudrait que d'autres, de ma génération, d'autres générations, y adhèrent ou proposent aussi. On est vu dans 13 pays, le Congo-Brazzaville, où on travaille en partenariat avec aussi la télévision nationale. Il est évident de lancer un appel aussi aux Congolais qui nous suivent, les Congolais de Brazzaville, de Kinshasa aussi, pour qu'ils puissent se trouver un leader, quelqu'un. Apparemment, il y a Martin Fayoulou qui est reçu aujourd'hui par les sénateurs américains. Il a le vent en poupe. Que pensez-vous de cet homme? Il fait un travail remarquable. Je pense que M. Martin Fayoulou fait un travail remarquable. Il est courageux. Parce que lorsqu'on prend... Ça ne suffit pas le courage, vous le savez bien. Je sais pertinemment. Et là, vous êtes en train de se moquer de lui pour dire qu'il est courageux. Quand on dit à quelqu'un est courageux, donc c'est bien, quoi. Donc, ah non, pas du tout. Je n'oserais même pas, non, avec votre permission, je n'oserais jamais me moquer de quelqu'un comme Martin Fayoulou, qui est d'une intelligence vive. J'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec lui. C'est quelqu'un de remarquable, de déterminé et qui a une intelligence vive. Mais comme vous le dites bien, ça ne suffit pas. À cette étape, ça ne suffit pas. Mais il est en capacité de faire beaucoup de choses pour le Congo. Il est réellement en capacité de faire beaucoup de choses pour le Congo. Comme d'autres sont en capacité de faire beaucoup de choses pour le Congo. C'est là où j'insiste. Est-ce que nous travaillons pour les figures ou nous travaillons pour une perspective avec un projet qui mette tout le monde d'accord, qui mette les Bakongo d'accord, les Baswahili d'accord, qui mette les Bangala d'accord, qui mette les Baluba d'accord? Est-ce que nous nous donnons ces moyens-là de nous mettre ensemble, mais pour une perspective? Parce que, vous savez, il y a 2 ans et demi, je parlais de
la nécessité du rassemblement des Congolais. Ok, mais rassemblement autour de quoi? De valeurs ou d'une direction? Premier point. Aujourd'hui, les Congolais se rassemblent. Ok, ça a pris le temps que ça a pris, mais les Congolais se rassemblent pour diverses raisons. Ils se rassemblent, mais vraisemblablement, ils ne se sont pas encore tous appropriés la direction. Ils ne se sont pas tous appropriés la direction. J'insiste bien, le leader du Congo, ce n'est pas moi, ce n'est pas tierce personne. Le leader du Congo, ça reste le peuple congolais. Le peuple congolais, mais aujourd'hui dans la diaspora, il y a les guerres des chefs. Bon, je parlais un peu de ces guerres des chefs. Bon, c'est normal, hein, c'est balbutiant, c'est cette attention à la nouvelle façon de voir la politique de son pays. On vient de loin, on était proche de la médiocrité. Là, on est en train de traverser la rivière boueuse pour aller dans une forme de purgatoire politique. Mais dites-moi, est-ce qu'on a encore le temps de ces marches-là? Nous avons besoin d'un moteur, d'un élan, quelqu'un qui doit... Effectivement, nous avons besoin d'un élan, d'un moteur, d'une direction. Je reviens encore sur ce vocable qui est très très important. Nous avons besoin de cette direction parce que cette direction va nous mettre ensemble. Et le fait que nous adhérions à cette direction, c'est le moteur. Nous donnons un élan à nos aspirations. Vous voyez, et nous donnons vie à nos aspirations. La réalité, c'est quoi? Vous savez, vous avez parlé de mon parcours, vous avez parlé de ma réalité, vous l'avez abordé rapidement. À un moment, ayons le courage de sortir de nos zones de confort. Vous voyez, sortons un peu de nos petites jeeps, sortons un peu de notre belle villa à ma campagne, quoi. Sortons un peu de ça. Ben, vous l'avez d'ailleurs. Voilà. Hein. S'il vous plaît, avec votre permission, j'ai travaillé pour. J'ai travaillé pour, hein? Donc je n'ai rien à me reprocher. Mais je veux dire qu'à un moment, je dois sortir. Prenons notre responsabilité à demain, sortons, parce qu'on est en capacité de proposer, on est en capacité de soutenir des actions, on est en capacité de donner une direction ou de proposer cette direction. On n'a pas dit que c'était une propriété, cette direction, du moins telle que nous l'avons formulée et présentée. À aucun moment, j'ai prétendu que c'était une chasse gardée ou quoi. L'aspiration, mon ambition la plus importante, c'est que le Congo aille de l'avant. Il aille de l'avant avec les hommes, les femmes compétents, qui veulent que ce pays prospère et qui veulent entraîner les gens vers cette prospérité, vers cet horizon. Voilà, c'est ça mon ambition personnelle. Et ça, je suis désolé, personne ne peut m'empêcher de voir les choses comme ça. Et personne ne peut m'empêcher de travailler à ce que justement le plus grand nombre s'approprie ces éléments de langage et puisse y travailler. À titre d'exemple, vous m'avez, en off, vous avez fait allusion à une rencontre entre le président Kabila et des experts d'Harvard pour parler d'une direction, pour parler d'aspiration. J'allais aborder. Voilà, pour parler d'aspiration. J'allais aborder le sujet parce que vous avez, pour vous reprendre tout de suite, vous avez édité en fait votre... Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Voilà. Et nous avons parlé dans le fond encore. Et puis nous avons été dans le monde entier et dans le Congo avec ces valeurs, avec cet idéal-là, avec cette aspiration-là. Voilà, vous avez édité une critique, en fait, si on veut, une critique, quand je dis pas dans le mauvais sens. Une direction, c'est-à-dire une impulsion. Voilà une critique. La direction. Voilà les leviers, les secteurs sur lesquels on devrait mettre l'accent et comment on devrait. Avec un horizon. Voilà. Tout à fait. Alors ça a été repris et ça a été, si on veut plagier, par quelques experts venant d'Harvard. Est-ce que vous êtes frustré de cela? Ah non, bien au contraire. Moi, je ne suis pas dérangé et je ne suis pas frustré. Ça veut dire tout simplement que les éléments que nous avons mis sur la table et que nous avons défendus bec et ongle, que nous avons argumentés, sont puissants et réels. Et l'air de rien, le fait qu'aujourd'hui, certains se l'approprient, je souhaiterais que le plus grand nombre puisse se les approprier. Parce que, en se les appropriant, on se donne réellement une direction. On va s'apaiser et, très clairement, on va savoir pourquoi on veut une alternance, d'un côté, et comment, à peu près, disons, on va définir à peu près les contours de cette direction. Alors, on revient encore sur la politique politicienne, vous avez parlé de cela. On a eu l'écho par rapport à Jean-Pierre Mbemba. Bon, il est aujourd'hui, quelques charges sont en train de s'effriter contre lui et
comme par hasard, à la veille de ces élections de 2016, cet homme est en train de voir un peu une lueur d'espoir, de recouvrer la liberté. Et ses partisans ont la petite mémoire en oubliant que c'est lui qui a vendu sur un plateau, en fait, ces élections-là à Kabila. Que pensez-vous de tout cela? Moi, je dis juste une chose. Je ne suis pas là et je prends le peuple congolais à témoin, je prends la communauté internationale à témoin. Je ne perdrai pas mon temps à débattre sur les profils et les figures. Vous voyez, ça, c'est mon positionnement et il est très clair. Je ne débattrai pas sur les figures et les individus. Je souhaite, à titre personnel, je souhaite que M. Bemba puisse recouvrer la liberté parce que c'est un fils du pays, c'est un homme qui a combattu pour la liberté dans le pays, c'est un homme qui a fait les choses. Avec votre permission, il a combattu. S'il vous plaît. Dites-moi, dans quel cadre il a combattu pour une liberté, du moins. Une liberté de sa poche. Avec votre permission, ça, je n'ai pas fait partie de ces équipes, mais de ce que je sais, parce que j'étais dans le Congo à ce moment-là, c'est un homme qui se battait aussi. C'est un homme qui se battait, s'il vous plaît, avec votre permission, c'est un homme qui se battait pour un idéal, entre guillemets. Son idéal à lui. Et vraisemblablement, à moins que vous me démontriez aujourd'hui le contraire, et je pense que s'il a été incarcéré aussi longtemps, c'est qu'on lui a reproché d'abord d'avoir été un chef rebelle, qui a donné des instructions, ou comment, on n'est pas chef rebelle comme ça pour rien, il aurait été vice-président, vous savez, moi, les figures, je ne m'attarde pas dessus. Avec un accord de Sun City par rapport à... Il aurait été vice-président, donc il aurait été... Qu'est-ce qu'il rentre de cet accord de Sun City? Il aura été vice-président de la République démocratique du Congo. Vous savez aujourd'hui, le gros avantage des acteurs de la société civile, des acteurs de l'opposition... Vous le défendez parce que vous êtes de l'Équateur? Oui. Je ne le connais même pas personnellement. Vous voyez? Je parle de manière objective. Je dis, peu importe les griefs qui lui sont reprochés aujourd'hui, c'est un fils du Congo. Moi, mon cœur veut que cet homme sorte. Qu'il ne soit pas là où il est. S'il mérite ce qu'il est, sa situation, ok, il la mérite. Mon cœur, cet homme recouvre la liberté. Pourquoi? Parce que il a existé, il a été un acteur politique dans une réalité contrastée, quoi qu'on en dise. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit à gauche ou à droite, on pourrait en écrire des histoires, on pourrait en faire des procès. Alors, ceux qui ont des aspirations pour demain... Faisons le procès de Etienne Tshisekedi. Il disait que voilà, les Congolais doivent dormir le sommeil d'un bébé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette métaphore? Je ne la connais pas, excusez-moi. Les Congolais doivent dormir dans le sommeil d'un bébé. En attendant qu'il... voilà. En attendant que... Que lui puisse donner un mot d'ordre, voilà, puis voilà, sortez, je ne sais pas... Il appartient, comme je disais bien, comme je reviens sur le point sur lequel j'insiste, il appartient au président Tshisekedi de donner les consignes qu'il donne, de donner les orientations qu'il veut. Comment trouvez-vous l'homme? Je pense que, voilà... Avec son âge, avec le... C'est un homme qui a... En relation, pardonnez-moi, en relation avec ce que vous savez, avec Nous parlons sans concession, oui, avec mais pas de manière irrévérencieuse. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Avec la force... la violence économique mondiale qu'on voit aujourd'hui. Oui. Il faut être aux aguets, etc. Croyez-vous, avec son âge, il peut être beaucoup plus amer? Je dis une chose. Moi, j'insiste et je reviens là-dessus. Je ne suis pas là pour défendre ou confondre des figures politiques. Ce sont leurs choix stratégiques, ce sont leurs positionnements. Le mien, c'est de défendre une direction, d'inciter le plus grand nombre, dans le Congo, hors du Congo, à adhérer à cette direction. Avec votre permission, vous êtes ambassadeur. Avec votre permission, j'insiste là-dessus. Maintenant, ce que les autres ont fait, ils ont eu le temps pour le faire. Vous me parlez d'Etienne Tshisekedi, il a eu autant d'années. Non, écoutez, il a eu le temps de faire ce qu'il a pu faire. On a évoqué Jean-Pierre Bemba. J'ose espérer pour lui qu'il a fait à peu près ce qu'il avait prévu de faire et qu'il portera encore une partie de l'espérance. Parce qu'aujourd'hui, il incarne aussi, pour une partie de la population congolaise, il porte encore une espérance. Vous voyez, je dis juste ceci, aujourd'hui, ne soyons pas distraits. Ce n'est pas un individu qui fera la différence. C'est vous, peuple congolais, qui allez décider, qui allez trancher, qui allez regarder. Voilà, mais tiens, pourquoi on s'attarde... Voilà, vous, peuple congolais, pourquoi on s'attarde sur le mining, les mines? On est riche, le sous-sol. Mais on a 70%, de terres arables. Mais pourquoi on ne cultive pas? Pourquoi l'agriculture ne devient pas notre premier levier? Pourquoi l'agriculture... Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? La révolution verte?
par exemple. Nous avons un potentiel énergétique très très important. Pourquoi ces deux, agriculture... C'est hypothéqué. Voilà. Pardon? Énergétique, c'est hypothéqué. Ça peut faire l'objet d'une autre discussion Voilà. beaucoup plus technique, Si vous beaucoup plus voulez. technique, D'accord, j'ai d'accord, un plus rapport technique. détaillé là-dessus. Il n'y a aucun problème, bien sûr, vous allez me parler du projet WESCO avec Voilà, tous les tout à fait. pays, Voilà. tous les pays d'Afrique australe, Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, Voilà. Angola et RDC. Ça peut Donc, être on va l'objet. possible à oublier. Ça peut être l'objet d'une discussion un peu Tout à plus fait. technique Voilà. et plus Si vous détaillée. voulez, j'ai un Par rapport, contre, vous avez aussi le même rapport d'ailleurs. je leur dis ce qu'on vient pas, mais par contre, aujourd'hui, ma responsabilité en tant que citoyen congolais, lambda, ma responsabilité, c'est de dire ce que je souhaite pour mes propres enfants, ce que je souhaite pour les enfants de mes enfants. Voilà. Alors, les enfants de nos enfants sont aujourd'hui paupérisés. Nous sommes paupérisés intellectuellement aussi au niveau de panier de la ménagère. Vous avez été un responsable d'une banque, comme je disais tout à l'heure, un homme très avenant, très aussi proche de la population. Et quelquefois, on dit que vous êtes très généreux. Les gens me disent de vous que vous savez distribuer ce que vous gagnez. Je l'ai appris. Ça, c'est pas pour vous lancer des fleurs. Merci. Mais dites-moi, dans cette générosité, pourquoi vous ne mettez pas ça en exergue, en pratique, en ayant un parti politique, par exemple? La question que vous posez, elle est pertinente. Aujourd'hui, en termes de modèle, vous savez, il faut savoir repenser le monde. Est-ce que ce qui a existé avant conviendra à la marche du monde et de la marche du Congo maintenant? Est-ce que avoir un parti politique, c'est une question pertinente que je pose. Est-ce que avoir un parti politique dans l'esprit de 2016 ou comment vous amène à l'étape souhaitée? C'est ça le questionnement. Pour ma part, je dis simplement que aujourd'hui, ça fait 2 ans que je travaille de manière ouverte sur mes thématiques, que je voyage beaucoup pour cela, tant dans le Congo, dans toutes les régions du Congo, qu'à l'extérieur du Congo. Et aujourd'hui, je suis agréablement surpris de constater que certains acteurs politiques dans l'espace congolais s'approprient mes thématiques, se les approprient et commencent à les vulgariser. Ça veut dire qu'en termes de direction, on n'est pas à côté de la plaque. Ça, c'est... Permettez. Il y a une expression qui dit, il vaut mieux d'aller directement chez le pape que d'aller voir ses saints. Alors pourquoi les gens ne viennent pas directement vous voir pour vous proposer de mener en fait... voilà. Écoutez, je reste un homme libre, d'abord libre de ma parole, libre de mon action. Je n'ai aucune volonté de nuisance. Par contre, je saurais me défendre. Très bien, vous saurez vous défendre. Alors comment voyez-vous la fin de Kabila? Est-ce qu'il saura se défendre? Parce que d'aucuns disent que s'il venait à partir aujourd'hui, il va fomenter une rébellion, comme avec les 15 milliards qu'il détient. Même, c'est ça l'inquiétude des Américains. C'est pour cela que les Américains ou les Occidentaux n'ont pas pu intervenir par rapport à cette affaire. Ils ont laissé calmer un peu cette affaire. Il y a eu des discussions, des très grandes discussions dans le salon feutré ici et là. D'ailleurs, nous, on a participé aussi à une réunion, mais je ne veux pas l'indiquer là. Vous le savez, on a parlé en off, on a parlé de ça en off. Dites-moi, est-ce que c'est une réalité, cette affaire? La puissance de cet homme, on dit qu'il est puissant, d'autres disent que voilà, bon, il a peur, il va essayer pour se protéger, se réfugier chez ses amis datant de l'époque, tout ça, etc. Pour ne pas dire sa famille. Vous savez, les uns et les autres sont dans la spéculation, certains pour des faits réels, d'autres pour... on est dans l'imaginaire collectif, hein. Tout ce que je peux dire, pour résumer votre question, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une élection présidentielle en novembre, on présume en novembre 2016. Et en décembre, 19 décembre, donc la personne ne doit plus être là. Avec votre permission. Maintenant, lorsque nous nous attardons, c'est mon opinion, lorsque nous nous attardons sur le combat des coqs, qui doit être qui ça, c'est, je laisse ça vraiment. Écoutez, ça c'est le, je veux dire, c'est le business model d'autres personnes. Vous êtes pour la paix. Moi, je suis un homme. Fondamentalement, j'œuvre pour la paix et j'œuvre pour une direction, pour mon pays, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes sœurs. Ceux qui en doutent, tant mieux pour eux. Ceux qui n'en doutent pas, rejoignez-moi. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que sera l'après 2016? Voilà la question. Qu'est-ce que sera l'après pertinence 2016? de cette question, elle est Et là. maintenant, l'après 2016 doit être, je veux dire,
cette élection qui est à venir, l'élection présidentielle, parce qu'en fait c'est autour de celle-là que tous les esprits se focalisent, cette élection présidentielle doit être l'élément déclencheur d'une révolution humaine vers le progrès. D'une révolution. Les Congolais doivent pouvoir s'approprier, tous les Congolais doivent pouvoir s'approprier cette élection présidentielle parce qu'elle va être l'élément déclencheur qui va l'amener vers sa prospérité et son progrès. Maintenant, quand vous essayez de m'entraîner sur le terrain de qui, quoi, comment, ça c'est le combat des coqs. Ça fait quoi? Ça fait 52 ans, sans concession. Ça fait 52 ans que nous, les Congolais, nous avons fonctionné sur ces normes-là. Excusez-moi, moi, je n'ai pas connu l'indépendance. Je n'étais pas encore né. J'ai pas connu l'indépendance. J'ai pas connu les pères les pères de fondateurs. Vous comprenez? Je n'ai pas connu cette époque-là. Par contre, j'ai connu le monopartisme, j'ai connu la libération, j'ai connu la répression, j'ai subi, dans ma propre chair, j'ai subi la répression d'un changement de régime. Il y a eu des hauts et des bas. Et la vie est ainsi faite. Il y a des hauts et des bas. Tant que vous avez la vie, vous avez de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais quand vous échappez à beaucoup de menaces comme ça, et que vous êtes en capacité de proposer des choses, n'hésitez pas à proposer. Vous avez une destinée. Ce n'est pas une destinée individuelle, c'est une destinée collective. Ma destinée, elle est profondément liée à celle de tous mes frères et toutes mes sœurs du pays. Alors, et je suis prêt aujourd'hui à me mettre au service de tous mes frères et de tous mes sœurs. Alors, je vois dans votre discours, c'est un discours policé, rodé, aussi bien orienté. Vous n'êtes pas un idiot, pardonnez-moi l'expression, donc vous savez là où vous allez, vous avez balisé votre chemin, votre sentier, et je vois là où vous voulez en venir. Vous êtes très malin d'ailleurs, je vois dans vos propos, dans ce que vous êtes en train de dire, pour dire, voilà, pas moi, attendez, écoutez, mon discours il est bien formalisé, regardez, les autres sont venus d'Harvard, ils ont ramené un dossier à Kabila, tout, etc., regardez ce que je fais, tout le monde gravite autour de votre idéal. Alors, pour parler de l'idéal, le terrain, qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain? Pour terminer, hein, on va au terme de notre émission. Mais, vous voyez, la priorité, c'est le peuple congolais. Et aujourd'hui, comme nous sommes sur le terrain, nous sommes sur le terrain, et nous y sommes de manière à conscientiser, mais surtout structurer. Vous voyez, donner envie. Nous donnons envie. Est-ce que nous faisons des grands meetings? Nous ne faisons pas des grands meetings, mais nous faisons beaucoup de réunions. Et tous les jours, considérez que tous les jours, sur le terrain, depuis 2 ans et demi, nous sommes sur le terrain dans le Congo. Dans le Congo de demain, c'est le Congo de ces jeunes hommes que vous venez d'entendre, vous venez de suivre, d'une qualité, d'une pertinence absolue. Je vous laisse apprécier en fait sa pertinence. C'est pour ça que j'ai toujours dit, au niveau de ce que moi je fais, de mes invités, je n'invite pas n'importe qui. Je ne sais pas de fleurs que je vous jette, avec des épines d'ailleurs, quelques épines. Merci. Mais je dis simplement, il faut la qualité, il faut de la pertinence et également le savoir-faire. Or, dans ces méandres, dans cet environnement que l'on est en train de vivre au sein de la communauté congolaise, il y a aussi quelquefois des désastres qui se profilent à l'horizon et les gens voient toujours ces désastres. Or, il y a des éléments de qualité au sein de cette communauté, de la diaspora même, je parle. Alors, quand on parle de la diaspora, pour terminer, la diaspora fait un travail formidable au niveau de cet élan patriotique et aussi ces soulèvements populaires que les gens en parlent aujourd'hui. Nous voulons que cet article 69 de la Constitution soit appliqué. Appliqué comment? Parce qu'il y a une violabilité des lois, et cette violabilité-là pousse aujourd'hui le peuple congolais à aller vers la rue, demander le départ de cet homme qui est à la tête du pays, qui gère le pays par défi. Alors, c'est ces gens qui ont travaillé durement pour cet avènement, la démocratie, la vraie démocratie, et aussi le Parlement, les deux parlements ont courbé les chines grâce à cet élan patriotique. Dites-moi, ils ne vont pas voter parce qu'apparemment, au niveau de la Constitution, au niveau de l'aménagement constitutionnel, il n'y a aucune une disposition qui leur soit favorable. Aujourd'hui, de toute façon, et j'ai intervenu la semaine dernière dans le cadre d'une émission au Parlement européen à Bruxelles, j'ai intervenu et nous avons mis l'accent là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, il appartient aux gouvernants de positionner ces fils et ces filles qui sont en dehors du pays.
j'ai observé qu'il y avait un vice-ministère en charge des Congolais de l'extérieur. C'était un vice-ministère, mais c'est un début. C'est un début. Vous savez quoi? À titre d'exemple, en Inde, depuis le début des années 80, les chiffres de la croissance sont annoncés dans le cadre d'un forum tenu entre le gouvernement et la diaspora indienne. Et c'est à cette occasion que le Premier ministre indien annonce les chiffres de la croissance. Exclusivement. Et c'est annuel, vous pouvez vérifier à tout moment. Exclusivement et annuel. L'Inde, elle s'est construite. Et elle s'est construite sur 2-3 leviers principaux. Et elle a créé les conditions pour sa diaspora. À nous, voilà, je disais, c'est quoi la direction? À nous, il nous appartient, mais nous sommes là, et dans le Congo, et en dehors. Est-ce que les fils du Congo, les fils et les filles du Congo qui sont en dehors du Congo doivent se mettre en opposition, en rivalité, parce que ça devient un autre sujet, en rivalité avec ceux qui sont dans le Congo? Est-ce que ceux qui sont dans le Congo sont moins bien formés? Arrêtons un peu de divaguer. Oui, nous sommes fils et filles du Congo. Aujourd'hui, notre direction doit être commune, mais on doit la choisir. C'est tout ce que je mets en avant. On doit la choisir. Donc, quelles sont, dans l'espace congolais, les conditions que nous créons pour notre diaspora? Ça fait intervenir une autre sous-question. Est-ce qu'il y a... On doit envisager la double nationalité. Est-ce que... Mais attention, quand on dit diaspora, ce n'est pas que diaspora de 8000 km, la diaspora congolaise en Europe. C'est la diaspora dès que vous êtes en dehors des frontières. Donc ça peut dire que vous avez des frères en Centrafrique, vous avez des sœurs au Rwanda, vous avez des frères et des sœurs en Angola et tout. C'est ça. Cette réflexion doit être menée de manière claire et courageuse. C'est tout. Alors maintenant, j'invite tout le monde à sortir de sa zone de confort et à sortir de la mesquinerie. Vous voyez, parce qu'en fait, ça ralentit le débat. Ça ralentit le débat. Quand on s'oppose sur des sujets sur lesquels on ne devrait pas s'opposer, vous voyez, quand on se retarde, on se retarde. Et je pense qu'aujourd'hui, écoutez, on n'a plus de temps à perdre, plus personne n'a le temps à perdre. Donc mettons-nous ensemble et donnons-nous une direction, mais de manière définitive et courageuse. Très bien, vous avez senti l'engouement, le besoin de bien faire les choses. C'est aussi un ras-le-bol qu'on voit à travers le discours de notre ami Stanislas Longo, un homme qui a un parcours élogieux, comme je disais au début, au prélude de cette émission. J'ai spécifié son envie, sa méthode de travail, où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut pour la RDC. Il a démontré avec une certaine pertinence des propos qui sont bien choisis pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Il est pour la paix, il œuvre pour la paix dans le pays des Grands Lacs. Et quand j'ai dit pays des Grands Lacs, parce que c'est quand même plusieurs pays là où on voit une certaine résurgence de choses. C'est pour ça qu'il a parlé de Rwanda tout à l'heure. Il a esquissé un peu le mot Rwanda, le mot Rwanda dans la bouche des Congolais. C'est le mot qui fâche. Voilà. Or, ça ne devait pas fâcher. Les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Il y a une oligarchie, voilà, qui veut s'accaparer, qui veut transformer les choses. Pour terminer, je souhaiterais que vous me parliez de cette oligarchie-là. Écoutez, l'histoire, on ne la changera pas. L'implication de certains pays, dont le Rwanda, dans l'histoire, même la plus triste du Congo, elle est avérée, mais il faudra en parler. Au moment, il faudra en parler. Et c'est peut-être le moment d'en parler. Quand je parle de nous donner une direction, c'est de tout construire. On doit se donner une direction sur les volets économiques. On doit se donner une direction sur les questions sociétales. Quelles sont nos priorités? On parle de l'éducation, on parle de la femme, la place de la femme dans notre société aujourd'hui. Quelles sont nos priorités? Oui, ce sont des réflexions qu'il faut que nous menions, mais de manière courageuse. On parlait de la double nationalité. Oui, tout part de quoi? Parce qu'on parlait de la diaspora, en l'imaginant en France, en Belgique et tout. Mais il y a une diaspora congolaise aussi au Rwanda aussi. Au Rwanda, il y a une diaspora congolaise au Rwanda, il y a une diaspora congolaise en Ouganda et tout. Donc maintenant, quelles sont les décisions que nous prendrons de manière courageuse et concertée pour tous les membres de la diaspora? Vous voyez? Ayons le courage de nos opinions, ayons le courage des actions qu'il faut que nous menions. Nous avons été blessés, et je suis très bien placé. J'ai été victime à titre personnel en 1997, le 13 juillet 1997, des exactions d'un pouvoir entrant. J'ai été
une des victimes, un dommage collatéral, on va dire. Et de manière indélébile, je suis marqué à vie. Oui, je suis marqué à vie. Pourtant, aujourd'hui, c'est peut-être la maturité, c'est peut-être justement ce souci de direction, c'est peut-être le besoin que ce type de circonstances fâcheuses n'arrive jamais à mes enfants. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers de l'avant. Il faut qu'on aille de l'avant. Comment on construit? Moi, je ne suis pas là pour détruire. On est là pour construire. Mais moi, je ne peux pas construire seul. Je veux construire avec ceux qui peuvent construire, ceux qui veulent construire. Et il faut qu'on y aille. C'est maintenant, c'est pas demain. Sortons de nos zones de confort, travaillons, agissons. C'est maintenant, voilà, c'est maintenant qu'on vient de terminer cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission, la première de l'année, sans concession. Nous aurions, dans le jour à venir, d'autres invités. Nous allons inviter tout le monde. On parlera Swahili, on parlera Lingala, on parlera le français et on parlera l'anglais, afin que les gens puissent se mettre d'accord sur ce que nous voulons faire. Sans concession, ça va nous permettre de crever l'abcès, dire des choses sans retenue, mais pas sans blesser, et aussi d'une manière respectueuse, pas irrévérencieuse. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis merci, à très bientôt. Bientôt vous allez partir en RDC avec votre bâton de pèlerin pour éduquer cette masse, parce que la masse a besoin de leaders, la masse a besoin de quelqu'un pour que cette masse soit une masse lumineuse. Et nous voulons que cette lumière s'étale sur ces territoires larges, comme 5 fois la France ou 4 fois et demi la France, la RDC. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à très très bientôt. Vous êtes quelqu'un que j'apprécie de par vos interventions et pertinence. Merci à vous. Merci beaucoup. Mami, mama na Kevin, Yoline Bishopana.